Dans la deuxième partie de ce module, nous allons voir une technique très puissante appelée machine d'apprentissage extrême. Avant toute chose, il est important de connaître la différence entre le réseau de neurones ANN, le support vecteur machine SVM et l'apprentissage extrême ELM. Ces termes se ressemblent et il est facile de les confondre. Le réseau de neurones utilise une structure multicouche avec une couche d'entrée et de sortie, ainsi que plusieurs couches cachées. Ces couches sont connectées via des connexions pondérées. Dans l'approche SVM, des valeurs marginales sont utilisées afin de rendre les données linéairement séparables par la position d'un hyperplan. Dans l'ELM, la caractéristique principale est un algorithme d'apprentissage de modèles plus rapide. L'ELM se compose d'une structure similaire à celle des réseaux de neurones, mais avec une seule couche cachée. La base de la machine d'apprentissage extrême est la même que celle du réseau neuronal, excepté que ici, il n'y a qu'une seule couche cachée qui essaie de mapper l'entrée à la sortie. La principale caractéristique de la machine d'apprentissage extrême est qu'elle peut être entraînée beaucoup plus rapidement que les méthodes traditionnelles de réseau de neurones qui utilisent la rétropropagation. Il a été démontré que ce programme complète la formation en quelques secondes, alors que des ensembles de données complexes et étendues peuvent prendre des heures, voire des jours, avec des méthodes traditionnelles de rétropropagation. L'ELM n'a qu'une seule couche cachée et les poids et biais du modèle sont attribués au hasard. Seuls les nœuds de sortie du modèle sont entraînés. Le principal avantage de ce modèle est que la formation est beaucoup plus rapide par rapport à d'autres méthodes qui utilisent la rétropropagation. En outre, il a été démontré qu'elle a de meilleures performances de généralisation que certaines méthodes de rétropropagation. De plus, la rétropropagation par descente de gradient peut parfois avoir des problèmes avec les minimales locaux ou le surajustement, alors que l'ELM n'a pas ce genre de problème. L'algorithme ELM a été proposé à partir du réseau neuronal monocouche par Yang en 2006. L'algorithme d'entraînement ELM attribue un poids au hasard entre les neurones cachés et les variables d'entrée. Seul le poids entre la couche masquée et les nœuds de sortie est optimisé par une approche des moindres carrés. Le modèle est anticipé et ne passe pas par une étape de propagation arrière. De nombreuses études ont montré l'efficacité des modèles ELM en utilisant presque n'importe quelle valeur d'entrée. Il a été démontré par Yang qu'un ELM avec n neurones peut apprendre exactement n observations. Voici la structure générale de l'ELM. L'architecture du modèle est très similaire à celui des réseaux de neurones. Au départ, nous avons notre vecteur d'entrée avec n entrées distinctes. Ces entrées sont chacune connectées à un neurone contenu dans la couche cachée. Des poids de connexion sont attribués arbitrairement entre le vecteur d'entrée et la couche masquée. Chaque activation de couche cachée est appliquée à une fonction de transfert qui décide si le neurone est déclenché ou non. Jusque-là, pas de différence avec les réseaux de neurones. Ensuite, celui-ci est multiplié par le poids de connexion entre la couche masquée et la sortie. Et c'est à partir de ce moment-là que le vecteur de sortie est formé. Cette diapositive donne un organigramme simplifié
des principales composantes du développement de modèles et de formation de l'ELM. La principale variable qui affecte les performances du modèle est le nombre de neurones cachés dans la couche. Les poids et les biais du modèle sont initiés au hasard pour commencer la formation du modèle. Ensuite, à l'aide de l'ensemble de données d'entraînement, seuls les poids de sortie sont mis à jour. Une caractéristique de l'ELM est que les fonctions d'activation de sortie sont de nature non linéaire. Voici un schéma qui résume les composants de l'algorithme et de la structure de l'ELM. Au départ, nous avons un ensemble de variables d'entrée qui sont transmises à la couche cachée. La couche masquée a un biais et des poids de connexion qui sont attribués au hasard. Le modèle utilise ensuite la fonction de transfert pour décider si le neurone est déclenché ou non, puis utilise le poids de connexion entre la couche cachée et la sortie pour déterminer la valeur de la variable de sortie. Nous pouvons voir ici les trois couches qui composent l'ELM. La première couche est la couche d'entrée. Elle contient les n variables indépendantes prises en compte dans le développement du modèle. Ces variables d'entrée sont connectées à chaque neurone qui compose la couche cachée. Le poids de connexion arbitraire, désigné ici par WIJ, sont affectés entre le vecteur d'entrée et le calque masqué. Le neurone calcule alors la fonction de transfert et décide si elle est active ou non. Après cela, le résultat est multiplié par le poids de sortie, noté ici par bêta IJ. Nous arrivons ensuite à la variable de sortie. La taille de la couche cachée est variable et dépendra de nos choix en tant que modélisateur. Donc, WIJ est le poids de la connexion entre le calque d'entrée et le calque masqué. B est le biais de la couche cachée. Ces deux valeurs sont attribuées aléatoirement par le programme au début de son exécution. Bêta JK désigne le poids de connexion entre le calque masqué et le calque de sortie. Si nous avons n points d'échantillonnage distincts donnés par KJ-TJ, où KJ est l'entrée et TJ est la sortie, alors nous pouvons également définir le vecteur d'entrée et de sortie. Le JTH, soit le vecteur d'entrée, est donné par KJ1, KJ2, etc. jusqu'à KJN, où n est le nombre d'entités d'entrée considérées dans notre étude. Le JTH est le vecteur de sortie qui peut être construit de manière similaire, où TJ est donné par le vecteur composé sur TJ1, TJ2, etc. jusqu'à TJN, avec n qui est le nombre d'entités en sortie de notre modèle. Pour prédire la sortie du modèle, la formule présentée sur cette diapositive peut être utilisée. À partir de la structure de l'ELM que nous connaissons, nous pouvons décomposer toutes les parties importantes de cette formule. Le paramètre bêta I est le vecteur de poids reliant les nœuds de sortie aux nœuds cachés. Le vecteur de poids est optimisé grâce à l'apprentissage du modèle et contient un nombre de membres égal au nombre de neurones. Le paramètre Gx est la fonction d'activation à travers laquelle la valeur de chaque neurone doit passer pour déterminer si le neurone est actif ou non. WI est le poids d'entrée qui sont attribués au hasard par le programme. Afin de déterminer l'erreur du modèle, nous pouvons simplement soustraire la valeur cible de la sortie prévue. Cela peut nous donner une idée de l'erreur absolue du modèle.
Rappelons que le vecteur des sorties observées est donné par TJ et la sortie est prédite à l'aide du modèle de la diapositive précédente, ce qui est donné par OJ. S'il n'y a pas d'erreur associée à notre modèle, alors ces deux vecteurs seront égaux l'un à l'autre. Par conséquent, s'il n'y a pas d'erreur observée au modèle, nous pouvons simplement assimiler notre modèle pour la sortie prévue à la sortie observée TJ. Bien sûr, ce scénario n'est pas réaliste pour une application à de nombreux problèmes du monde réel, car il y aura un niveau de biais ou d'erreur dans nos prédictions de modèles sur un ensemble de données. Nous pouvons simplifier notre équation pour la prédiction de la variable de sortie en considérant le terme composite du poids d'entrée multiplié par le vecteur d'entrée et l'activation comme un nouveau paramètre h. Par conséquent, le résultat est le vecteur de poids de sortie, bêta, multiplié par h, qui équivaut à la sortie. Le paramètre composite h contiendra un nombre de lignes égal au nombre de points de données d'entrée. Sur cette diapositive, nous pouvons voir l'expansion de tous les éléments de la matrice à partir de l'équation simplifiée présentée sur la diapositive précédente. T est la matrice des sorties, où sa dimensionnalité est n sur m, n étant le nombre de points d'échantillonnage et m étant le nombre de sorties en chaque point. Bêta est la matrice des poids d'entrée. H est la matrice de sortie liée à la couche cachée. Nous pouvons voir que chaque entrée est le poids d'entrée multiplié par le vecteur d'entrée plus le biais, le tout passé à la fonction d'activation. La dimensionnalité de cette matrice est déterminée par le nombre de points de données d'entrée et le nombre de neurones cachés. Étant donné que les valeurs du biais du modèle et du vecteur de poids d'entrée sont allouées aléatoirement au début du processus de modélisation, l'optimisation des performances du modèle se résume vraiment à trouver les meilleures valeurs pour le poids de sortie bêta. Une fois ceci déterminé, la solution optimale pour le problème de modélisation est obtenue. Cela peut être fait grâce à une solution des moindres carrés, où la valeur bêta varie de telle sorte que les résidus entre la sortie prévue, représentée ici par h fois bêta, et les valeurs cibles, t, sont minimisés. Le nombre de neurones dans la couche cachée est le paramètre le plus critique du modèle. En règle générale, une approximation peut être utilisée pour estimer le nombre requis de neurones cachés pour notre ensemble de données. C'est ce qui est présenté avec cette formule. Il existe de nombreux types de fonctions d'activation, comme nous l'avons vu dans la discussion sur les ANN. Cependant, il est recommandé d'utiliser la fonction sigmoïde car elle a une vaste application et un comportement non linéaire. Regardons maintenant un exemple d'application de l'ELM avec MATLAB. Tout d'abord, vous devez télécharger tous les fichiers ELM dans un dossier de votre ordinateur à partir du site web de cours. Ce dossier doit être sélectionné dans la fenêtre du dossier MATLAB pour que le programme puisse localiser tous les fichiers. Comme pour nos exemples précédents, le pré-traitement des données a déjà été effectué. En utilisant les séparateurs .m, les données sont divisées en ensembles de formations et de tests à l'aide d'un échantillonnage aléatoire simple. Dans le fichier Excel, vous verrez qu'il y a 6 variables d'entrée et une variable de sortie. Les deux premières feuilles ont l'entrée et la sortie pour les données d'apprentissage, tandis que les troisième et quatrième feuilles ont l'entrée et la sortie pour les données de test. Nous devons ensuite lire les données du fichier Excel dans MATLAB
grâce à la fonction intégrée XLSRead. Le premier argument de la fonction est le nom du fichier Excel et le deuxième argument est la feuille où les informations sont stockées. Par exemple, dans le cas des données d'apprentissage, celles-ci sont stockées dans la feuille 1. Il faut ensuite exécuter le programme en appuyant sur la flèche de lecture verte située sur le ruban supérieur de l'écran de votre ordinateur. La première fenêtre qui apparaîtra vous demandera si vous souhaitez effectuer une régression ou une classification. Dans notre cas, nous essayons de prédire la sortie de cet ensemble de données et souhaitons donc régresser les données. Voici un des avantages de l'approche ELM. Il y a relativement peu de paramètres d'entrée requis pour le modèle par rapport à d'autres approches que nous avons discutées, notamment M5 ou Mars. Sur cette diapositive, nous pouvons voir que le programme nous demande d'abord d'entrer le nombre de neurones cachés et le nombre d'itérations. Ce sont les deux paramètres les plus critiques pour le développement des modèles. La précision du modèle peut être augmentée en considérant une plus grande quantité de neurones cachés et d'itérations afin d'ajuster les poids de connexion de sortie. Cependant, nous devons faire attention à éviter le surajustement du modèle. Les fonctions d'activation ou de transfert sont utilisées pour déterminer quels neurones sont déclenchés et sont donc alimentés en avant dans le réseau. Le programme vous demandera ensuite de sélectionner la fonction de transfert à prendre en compte. La nature de votre ensemble de données peut dicter l'approche la plus appropriée. Ici, le programme nous demande si nous voulons considérer une approche orthogonale. Dans ce cas, le programme utilisera une matrice orthogonale pour initialiser le modèle ELM. Comme nous l'avons vu précédemment, les poids de connexion sont modifiés en considérant une approche des moindres carrés, et la définition d'une condition d'orthogonalité est une technique pour déterminer les coefficients optimaux du modèle. Après avoir entré tous les paramètres, le programme s'exécute et nous donne les statistiques des différents indices à la fin. Tout se calcule automatiquement. Nous avons le coefficient de corrélation de Pearson, la variance, le RMSE, le MAE, le biais, etc. Nous les avons pour les situations de formation et de test. Voici un exemple des nouvelles fenêtres qui apparaîtront lors de l'exécution du programme. Sur le côté gauche, nous pouvons voir les fenêtres de test et de formation. Celles-ci affichent les valeurs de sortie cible et prévues pour chaque point donné, ainsi que le MSE, l'erreur moyenne et l'écart type pour les résultats de prédiction. Sur le schéma de droite, nous pouvons voir le nuage de points de corrélation pour les données de test et d'entraînement. Nous pouvons voir qu'une forte corrélation est trouvée pour les deux cas, la formation étant de 0,878 et le test étant de 0,928. La ligne bleue indique l'ajustement du modèle et la ligne pointillée noire indique la corrélation parfaite. À partir de cette figure, nous pouvons voir l'erreur calculée des prédictions du modèle après chaque itération. Le meilleur modèle est trouvé par itération avec l'erreur calculée la plus faible. Le modèle possède la meilleure combinaison de poids de connexion de sortie et arrive donc à la meilleure sortie prévue. Ici, nous voyons la fenêtre de l'espace de travail, ce qui est surligné en jaune. Celui-ci contient les résultats du modèle. Nous pouvons accéder aux résultats du modèle via cette fenêtre et avoir les résultats et les objectifs des tests et de la formation. Si nous allons à la fenêtre du dossier actuel, nous pouvons voir qu'il y a une variable intitulée « Résultats ». Si nous cliquons dessus, les résultats de toutes les variables utilisées dans le programme sont accessibles.
On peut aller les chercher pour une application future, une publication ou le post-traitement. Rappelez-vous la structure de l'ELM. Nous avons les poids de sortie, la fonction d'activation, les poids d'entrée, le vecteur d'entrée et le biais afin de calculer les sorties. Nous avons une structure à 3 couches, comme le montre cette figure, avec une couche cachée, une couche d'entrée et une couche de sortie. Par conséquent, pour que notre code calcule la sortie prévue, il doit considérer et développer 4 matrices, de sorte qu'il puisse effectuer les opérations de multiplication et d'addition de notre équation. Le modèle multiplie et effectue toutes ces opérations matricielles afin de déterminer toutes les sorties du modèle pour toutes les données d'entrée. Cela peut sembler une tâche ardue, difficile et exigeante en termes de calcul, mais le modèle le fait simplement et rapidement. Afin de gérer la multiplication matricielle, le code fait appel à une fonction appelée calculatrice.m, dont la seule fonction est de calculer l'algèbre matricielle requise du modèle. Les informations d'entrée sont transmises à cette fonction et le résultat des opérations de matrice est renvoyé au modèle ELM pour son utilisation. Pour exécuter le modèle, il faut exécuter le programme. Les prochaines diapositives donnent un exemple des performances de la fonction de calculatrice. Pour le programme de calculatrice, celui-ci vous demandera de saisir le nombre de variables d'entrée prises en compte dans les données d'entrée. Vous pouvez voir que ce programme peut gérer de 1 à 10 entrées. Si vous souhaitez saisir plus de variables, nous devons utiliser la sélection de fonctionnalités pour déterminer les intrants les plus importants. La fonction demandera alors que les valeurs des variables d'entrée soient saisies de manière à pouvoir formuler la matrice d'entrée. Bien sûr, il s'agit ici d'un cas unique, c'est une seule entrée donnée. Dans la fenêtre de commande, le programme affichera les résultats de sortie de la multiplication. Lorsque le programme ELM est exécuté, cette fonction sera appelée et calculera automatiquement la sortie des opérations matricielles pour la transmettre au code ELM. Enfin, pour finir, voyons rapidement un autre exemple d'application de l'ELM. Accrochez-vous, c'est presque terminé. Cet article traite de l'application de l'ELM pour la prévision des températures de l'eau. La citation complète de l'article est donnée en bas de la diapositive. La température de l'eau des rivières et des lacs est un paramètre environnemental important car elle peut grandement affecter la croissance des micro-organismes et d'autres espèces biologiques. Par exemple, on a observé que les cyanobactéries, une forme particulière d'algues, ont un taux de croissance plus importante dans les températures chaudes. Elles sont connues pour avoir des neurotoxines qui peuvent causer une toxicité aiguë pour les animaux ou une gastro-entérite et des irritations cutanées chez l'homme. De plus, la température de l'eau peut jouer un rôle important dans le traitement des approvisionnements en eau potable. Le modèle a pris en compte 3 entrées, dont la date de l'année, les températures de l'air et le débit mesuré. En développant leur modèle, les auteurs de l'étude ont pris en compte les données obtenues à partir de la littérature et de l'USGS sur 3 rivières aux États-Unis. Les cours d'eau présentaient des conditions hydrologiques différentes et les informations concernant les bassins versants et les bassins hydrographiques ont été résumées dans ce tableau. Sur cette diapositive, nous pouvons voir l'architecture du réseau ELM développé dans l'étude. Chacune des entrées est connectée à chaque neurone caché et chaque connexion a un poids associé. Les neurones cachés sont connectés à la sortie, chaque connexion ayant son propre poids donné par WJK. Les résultats du modèle ont été comparés aux modèles MLP et MLR effectués sur les mêmes données.
3 modèles d'intelligence artificielle ont été utilisés pour prédire la température de l'eau en considérant différentes combinaisons de variables d'entrée. Des combinaisons de 1, 2 et 3 variables d'entrée ont été considérées afin de comprendre la sensibilité du modèle aux variables d'entrée. Les différentes considérations pour les paramètres des modèles sont présentées ici. Voici le tableau des résultats. Le coefficient de corrélation de Pearson, le RMSE et MAE ont été calculés pour chaque modèle en fonction des choix des paramètres. Les résultats de l'étude ont indiqué que le modèle fonctionnait le mieux seulement lorsque les 3 paramètres d'entrée étaient pris en compte. En considérant la température de l'air, le débit et la date de l'année, la précision des modèles a été augmentée. Sur cette diapositive, nous pouvons voir le diagramme de dispersion de corrélation des températures de l'eau prévues et observées pour les rivières. On voit clairement une forte corrélation dans les données. Le choix de la fonction de transfert n'a eu qu'un effet marginal sur les performances du modèle. Le coefficient de corrélation de Pearson variait de 0,95 à 0,97. L'étude a démontré que l'ELM, avec des fonctions de transfert de base sigmoïdales et radiales, fonctionnait le mieux, et que les modèles MLP et ELM étaient en mesure de surpasser systématiquement le modèle MLR. Le modèle ELM a fonctionné de manière similaire au modèle MLP, ce qui démontre bien la capacité de l'ELM à atteindre des performances prédictives élevées tout en ayant un algorithme d'entraînement beaucoup plus simple. Voici ce qui termine notre module 8. Les réseaux de neurones et la machine d'apprentissage extrême sont 2 techniques fortement utilisées quand on parle d'intelligence artificielle. Vous savez maintenant comment ils fonctionnent et comment les utiliser. Félicitations! Nous vous souhaitons une bonne fin de semaine et un bon travail à tous.